Vous avez la résolution de l'Assemblée générale appelant à une solution à deux États. Ne considérez-vous pas cela comme un signe que le reste du monde n'est plus d'accord avec vous? Oh non, j'en suis bien conscient. Mais en ce qui concerne notre position internationale, écoutez, c'est difficile. Mais je préfère que mes enfants vivent et soient impopulaires plutôt qu'ils soient tués et aimés du monde entier. Il n'y a pas de limite pour ces types. Il n'est même pas dans le camp. Il n'est même pas dans le même parti que Netanyahou. Il n'est pas au gouvernement. D'une manière ou d'une autre, il critique le gouvernement sur certaines politiques intérieures. Mais ils sont totalement alignés en ce qui concerne la politique étrangère et ce que fait Israël. Oui, je pense que c'est de la paranoïa. Je pense qu'il s'agit d'une forme de psychose dans laquelle les Israéliens se sont collectivement enfermés, parce que la seule façon pour eux de se sentir en sécurité, c'est de tuer tous ceux qui pourraient potentiellement devenir leurs rivaux ou une menace pour eux. Et donc aujourd'hui, en très grand nombre, ils disent « oui, en fait, tuer de petits-enfants » est justifié parce qu'ils pourraient devenir adultes et devenir des djihadistes et des terroristes du Hamas. D'ailleurs, je ne pense pas que le Hamas soit une organisation terroriste. Je ne fais que les paraphraser. Et ils vont venir nous attaquer. Donc si on les tue maintenant, c'est une bonne chose. Mais imaginez si les Palestiniens, ou n'importe qui d'autre, utilisaient ce même raisonnement. S'ils disaient, eh bien, il est parfaitement normal et acceptable de tuer des enfants juifs et israéliens parce qu'ils pourraient grandir et devenir des soldats de Tsahal qui viendraient ensuite nous abuser et nous brutaliser chez nous et sur notre terre. Bien sûr, ce serait totalement inacceptable. Mais vous savez, dans leur psychose et leur paranoïa, les Israéliens pensent qu'ils sont entièrement dans leur droit de faire tout ce qu'ils veulent. Donc vous voyez, ce serait comme si je brutalisais tous mes voisins ici, parce que je pense que certains d'entre eux pourraient éventuellement vouloir me faire du mal, et donc je leur fais du mal avant qu'ils ne puissent m'en faire. Dans une société ordinaire, on considérerait une personne comme ça, soit comme quelqu'un qui doit aller en prison, soit à l'asile. Et on m'enfermerait si je me comportais ainsi. Mais je pense qu'il est important de reconnaître ici que tout le projet sioniste est bien plus vaste qu'Israël lui-même. Je pense qu'Israël n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le projet dans son ensemble est extrêmement étendu et il traverse tous les centres de pouvoir des sociétés occidentales. En particulier, encore une fois, Londres, Washington, New York et ainsi de suite. Et cela a également été en partie révélé après l'assassinat du Shin Bet, car, comme l'a révélé Max Blumenthal, il existe tout un réseau de milliardaires aux États-Unis qui sont loyaux envers Benjamin Netanyahou. Et ils lui sont fidèles d'une manière très étrange, presque comme s'ils avaient été faits pour remplir ce rôle. Et l'un d'eux est Larry Ellison, ce que je n'avais pas vraiment réalisé. Mais il s'avère, et tout cela a été mis en lumière sur Internet, à travers ses différentes déclarations au fil des années, qu'il est un sioniste fanatique et qu'il est l'un des plus grands donateurs de l'armée israélienne, ce qui est très étrange pour un milliardaire de la tech. Si vous venez de lancer votre entreprise, que vous avez réussi et gagné beaucoup d'argent, il y a de nombreuses causes que vous pourriez soutenir dans la vie plutôt qu'une armée à l'autre bout du monde, non? Donc c'est quelque chose de très intéressant, car j'ai aussi entendu récemment Larry Ellison dans l'un de ses forums. Je ne sais pas si c'était un forum Michael Milken ou le Forum économique mondial à Davos, quelque chose comme ça. Il parlait de la façon dont toutes ces technologies de contrôle vont garantir que tout le monde adopte le meilleur comportement possible. C'est-à-dire qu'il adhère
complètement à l'agenda du Forum économique mondial visant à nous placer sous un contrôle et une surveillance totale afin que nous ne puissions vraiment rien faire. Nous ne pouvons pas protester. Nous ne pouvons même pas critiquer. Nous devons être à jour dans nos calendriers de vaccination, les rappels et tout le reste. Tout cela fait donc partie du même ensemble. Et puis Larry Ellison apparaît aussi dans une enquête que j'ai menée moi-même sur une entreprise appelée Theranos, dont je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Theranos, c'était il y a environ 20 ans. C'était une affaire énorme. C'était une entreprise dirigée par une très jeune Américaine, appelée Elizabeth Holmes. Et Elizabeth Holmes était censée être l'inventrice d'un dispositif de diagnostic révolutionnaire, capable de diagnostiquer avec précision environ 120 maladies différentes à partir d'une simple goutte de sang prélevée au bout du doigt. Eh bien, vous savez, je me suis penché sur la question, et tout cela était une fraude depuis le premier jour. La technologie n'a jamais fonctionné. Elle n'a jamais été qualifiée pour la diriger. Toute cette affaire était une bulle extrêmement étrange de la Silicon Valley, qui est passée d'une valorisation d'environ 9 milliards de dollars à zéro en très peu de temps. Mais ce qui est curieux, c'est qu'Elizabeth Holmes, l'un de ses plus grands soutiens financiers, n'était autre que Larry Ellison, encore une fois. Et l'ensemble de son conseil d'administration était composé de personnes issues de l'appareil sécuritaire, personnes du domaine médical. Il s'agissait de gens comme Henry Kissinger. Désolé, le nom m'échappe, mais il y avait le général Mattis, George Shultz, Sam Nunn, qui était président de la commission des services armés au Sénat. Donc des personnes très très puissantes dans l'État profond, dans le complexe militaro-industriel, dans l'appareil sécuritaire et les services de renseignement. Personnes issues du domaine médical ou du diagnostic. Et cette fille n'y connaissait absolument rien. Et là, on retrouve encore Larry Ellison, l'ardent sioniste. Puis, au fur et à mesure de mon enquête, il s'est avéré que toute cette affaire Theranos était la préparation. Très probablement, ce n'était pas dit explicitement. C'était très probablement la création d'une arme informationnelle pour de futures pandémies qui allait être utilisée contre l'humanité entière partout dans le monde. Car leur objectif était de pouvoir tester 20% de la population mondiale chaque semaine. 20% of the whole population weekly. So, the Zionist project, World Economic Forum. Donc, le projet sioniste, le Forum économique mondial, la City de Londres, parce que Larry Ellison est aussi très proche de Tony Blair, Monsieur City de Londres, en plus d'être proche de Benjamin Netanyahou. Tout cela semble donc converger, et cela tourne toujours autour du même cabal. Et il semble s'agir d'un cabal relativement restreint, mais ils sont extrêmement riches et extrêmement puissants. Mais comme mon enquête sur Theranos l'a prouvé, ils sont aussi extrêmement vulnérables, car des lanceurs de vérité comme Max Blumenthal, comme Tucker Carlson et d'autres, Dave Smith, ces personnes ont le pouvoir de les faire s'effondrer. Et je l'ai démontré dans l'enquête sur la façon dont Theranos s'est effondré. C'est cette entreprise massive, apparemment invincible, qui s'est effondrée parce qu'une poignée de personnes ordinaires à l'intérieur de l'entreprise ont refusé de se taire et ont continué à s'exprimer et à dire la vérité, malgré le fait qu'elles aient été découragées, intimidées et poursuivies. L'une d'elles jusqu'à se suicider. Mais elles ont tout de même triomphé. Et tout s'est effondré. Et je pense que Theranos est un petit fractal de la structure plus vaste qui va s'effondrer de la même manière. Parce qu'il y a des gens courageux, des gens braves qui continuent de dire la vérité. Et puis, vous savez, Trump ou pas Trump, cela importe presque peu à ce stade. Je pense que le tsunami est lancé et qu'il déracine toute la structure de mensonges qui a été soigneusement construite pour nous depuis des décennies. Moi, je ne savais même pas que j'allais do tried.
I didn't even know I was going to say all that. Alex, je pense qu'il y a eu quelque chose de dit lors de l'entretien avec Tom Barak, qui était en quelque sorte un signal d'alerte, non seulement pour le Moyen-Orient, mais aussi pour la Russie, la Chine, l'Inde, pour tous ces acteurs, y compris l'Iran. Et voici ce qu'il a dit. And here is what he said. I was hoping you weren't going to ask that because I don't know. J'espérais que vous n'alliez pas poser cette question parce que je n'en sais rien. Je ne pense pas que quelqu'un le sache. Écoutez, la fin du jeu, quand on parle de paix, c'est une illusion. Il n'y a jamais eu de paix. Il n'y en aura probablement jamais parce que tout le monde se bat pour la légitimité. Au final, quelqu'un veut la domination, ce qui signifie que quelqu'un doit se soumettre. Dans cette région du monde, se soumettre, il n'y a pas de mot arabe pour se soumettre. Ils n'arrivent pas à concevoir la soumission. Donc au final, la prospérité est la seule réponse. L'ignorance est tellement grande, car le mot musulman signifie se soumettre à Dieu. Oui, Nima, peux-tu me rappeler encore une fois qui était cet homme? Who was this man? Tom Barak, l'envoyé américain au Moyen-Orient. Oh, okay. Well, to me, he's a typical member. D'accord. Eh bien, pour moi, c'est un membre typique de la classe équestre de l'Empire, suffisamment instruit pour faire ce qu'on attend de lui, pour vendre ce qu'il doit vendre, et assez ignorant pour ne pas remettre en question son rôle dans le processus. Donc tout ce qu'il a dit là, je le vois comme faisant partie de son endoctrinement. Ce n'est même pas du tout vrai, c'est absurde. Mais cela le justifie parce qu'il dit « Hey, soit je suis au sommet, soit quelqu'un d'autre le sera. Donc il vaut mieux que je brutalise les autres, plutôt qu'ils me brutalisent. » C'est pratiquement le même état d'esprit que ce qu'a dit Naftali Bennett dans le petit extrait que vous avez montré il y a quelques minutes. Et bien sûr, cela fait partie de la maladie du monde occidental. Nous ne pouvons pas concevoir un avenir différent de ce que nous faisons actuellement. Et nous continuons, et d'une certaine manière, ça fonctionne presque pour nous, parce que, vous savez, nous pillons partout dans le monde. Nous apportons cette immense richesse. Nous la distribuons dans un cercle minuscule de classes privilégiées qui jettent ensuite des miettes et de petits privilèges à des gens comme Tom Barak, n'est-ce pas? Et Naftali Bennett, et vous savez des gens comme Keith Kellogg, et ainsi de suite. Et ils continuent à répéter les mêmes absurdités, parce que s'ils comprenaient ce qu'ils devraient comprendre, ils ne pourraient pas continuer à faire ce qu'ils font. Donc, vous savez, c'est comme l'un de ces dictons. On ne peut pas faire comprendre quelque chose à un homme si le comprendre signifie qu'il perdra son emploi. Mais c'est une philosophie laide. C'est une philosophie totalement laide, sans Dieu, sans âme, qu'il a manifestement adoptée. Et il la prêche presque d'une manière suffisante, arrogante, sûre de lui. Mais plus j'entends des gens comme ça, plus ils me semblent faibles, fragiles et perdus. Et je pense qu'ils tomberont. Je pense que lorsqu'on examine exactement ce qu'il a dit, Alex, il y a 3 mots-clés dans ses propos: domination, soumission et prospérité. Regardez le Moyen-Orient. Qui est prospère? Les gens qui se soumettent, ceux qui ont accepté la domination des États-Unis, de l'Occident. Regardez l'Europe. L'Europe est-elle vraiment puissante? L'Europe est-elle puissante? Ont-ils une quelconque influence sur les États-Unis? Tu parles des Britanniques et de ces élites au Royaume-Uni. Ceux-là ne font pas partie de l'Europe, Alex. Ils font partie des élites. Ils n'en font pas partie. Oui, je voudrais simplement réagir. Ils ne font pas partie de l'élite. Ils font partie de la classe parasite. Ce ne sont même pas des élites. Ce sont pour la plupart des dégénérés consanguins qui tirent du plaisir de la pédophilie, de la drogue et de toutes ces choses laides et horribles. Ce ne sont pas des élites. Ils n'écrivent pas de romans.
ne composent pas de symphonies, ne sculptent pas de sculptures, ne construisent pas de cathédrales. Ils ne font que parasiter l'ensemble de la société et utilisent ensuite la richesse qu'ils en extraient pour se livrer à des actes complètement dépravés et dégénérés. Et le problème avec ce genre d'argument, Alex, c'est que cette époque est révolue. Cette époque n'existe plus. Quand tu vois les États arabes prendre position, quand tu vois le nouvel accord entre le Pakistan et l'Arabie saoudite, tu vois, je ne sais pas si tu as vu le chemin de fer qui va du Pakistan à l'Iran et à la Turquie, ces gens-là changent d'avis d'une certaine manière. Ils voient ce qui se passe dans le monde. Parce que la Russie ne va pas se soumettre. La Chine ne va pas se soumettre. L'Inde ne va pas le faire. L'Iran ne va pas le faire. Et ces pays tirent des enseignements de ce qui se passe à l'Est et de l'élan que prend le BRICS. Je pense que cela change complètement la donne dans toute la situation. Mais les personnes au pouvoir aux États-Unis, comme Tom Barrack en parlait, ont toujours le même état d'esprit. Cela ne fonctionne plus. Voyez-vous le changement arriver en Europe? Voyez-vous le changement arriver? Je vois ce qui se passe, du moins au Moyen-Orient. Il y a en quelque sorte, à cause de leur situation, les dirigeants des États arabes qui ont tellement peur d'Israël et de ce que fait Israël. Cela pourrait finalement leur faire changer d'avis et les pousser à se tourner vers l'Est. Je suis tout à fait d'accord. Et le changement est en train de bouillonner sous la surface en Europe aussi, mais de manière très puissante. Les gens aspirent à des valeurs traditionnelles. Les gens aspirent à des quartiers sûrs, à la prospérité, à de bons emplois, à un sentiment de sécurité, et ainsi de suite. Et ils voient que tout ce que cette classe impériale parasitaire leur impose est en réalité en train de les transformer en serfs, en esclaves. Cela rend leurs villes, cités et quartiers moins sûrs. Cela leur fait perdre des emplois. Je vais simplement vous donner 2 exemples rapides de mon pays, la Croatie. La destruction du bétail atteint des sommets, et ils continuent de trouver des justifications. Oh, il y a ce virus. Maintenant, il y en a un autre. Ils ont toujours une raison, mais le résultat, c'est qu'ils détruisent le bétail par dizaines de milliers. Ainsi, les gens constatent que non seulement les agriculteurs sont écrasés et détruits, mais que les régions agricoles de Croatie se vident de leur population. Et les gens se demandent pourquoi, dans quel but, pourquoi faites-vous tout cela? Et ils réalisent qu'ils manquent de nourriture, qu'il pourrait arriver un jour où il n'y aura plus rien dans les supermarchés, et cela les rend nerveux. Un autre exemple concerne les migrations. Il existe un système organisé pour amener des migrants en Croatie, c'est devenu un business. Des gens en tirent profit. Ils parcourent le monde, les recrutent, puis les amènent ici. Le gouvernement croate subventionne ensuite les entreprises pour qu'elles emploient ces migrants. Jusqu'à présent, les principaux migrants arrivés en Croatie étaient des Népalais, puis des Indiens. Maintenant, ils changent et disent « D'accord, plus de Népalais, ni d'Indiens. Maintenant, nous faisons venir des Philippins. » Donc, il y a des gens qui vont là-bas et qui ramènent d'autres personnes. Maintenant, si j'ai une entreprise en Croatie, le gouvernement me subventionne pour embaucher ces personnes à hauteur de 600 € par mois. Donc, je reçois 600 € par mois pour embaucher un migrant. Et ces migrants travaillent pour aussi peu que 800 € par mois. Donc, en tant qu'homme d'affaires, j'obtiens un travailleur pour seulement 200 € par mois. Ce n'est pas gratuit, mais c'est presque rien. Et pour une raison quelconque, c'est notre propre gouvernement qui fait cela. Donc ce que voient les Croates, les Italiens, les Allemands, les Français, les Espagnols, ils voient tous la même chose.
and the anger and the revolt is gathering strength. Et la colère et la révolte prennent de l'ampleur. Et puis il y a ces dirigeants comme Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer et consorts, qui sont extrêmement impopulaires. Ils sont vraiment sur un fil. Et donc pour rester au pouvoir, ils sont obligés d'annuler la démocratie. Ils sont obligés d'interférer avec la volonté du peuple de toutes les manières possibles, juste pour s'assurer que nous ne puissions pas changer de cap et que nous ne puissions pas inverser la situation. Mais en même temps, je constate qu'il y a des influences cachées venant de l'Est. Apparemment, il y a d'importants investissements venant de pays comme la Chine dans les pays européens. Et je ne peux pas l'affirmer comme un fait, car je n'en ai pas la certitude. Mais c'est simplement mon impression et mon jugement. Ils ne sont pas là uniquement pour investir de l'argent et faire des affaires. Je pense qu'ils cherchent à purger le système de ces parasites, à nous aider à les renverser et à reprendre le contrôle de nos propres pays. Car alors, avec des gouvernements orientés vers la souveraineté, nous pourrions réorienter le développement des nations européennes loin de ces structures mondialistes et vers des intégrations multipolaires. Nous pourrions commencer à faire partie de l'initiative La Ceinture et la Route. Nous pourrions être intégrés à la structure de sécurité de l'OCS, et ainsi de suite. Et je pense que, en fin de compte, ça va dans l'intérêt de pays comme l'Iran, la Chine, la Russie, la Biélorussie, et ainsi de suite. Car plutôt que d'avoir des points de tension et des crises, cet arc de crise qui les entoure de toutes parts, ils préféreraient avoir un voisinage paisible et stable. Donc je crois que cela est en train de se faire, mais nous n'en savons pas vraiment grand-chose de façon factuelle. Mais cela, combiné aux véritables et profondes revendications des peuples européens qui sont très, très importantes et très lourdes, va nous mener à une forme de changement, espérons-le, un changement pacifique. Mais je pense qu'il y a une possibilité que ce soit un changement violent, une sorte de délitement révolutionnaire. Alex, je ne sais pas si tu as vu ce graphique ici. Il montre que le constructeur automobile Porsche a été exclu de l'indice DAX à cause de l'effondrement des actions de l'entreprise. Et cela fait partie de l'histoire de l'Europe. Nous parlons en ce moment de l'Allemagne, qui, à mon avis, est l'un des pays les plus importants d'Europe. Et tu as mentionné Merz. Mais ces gens-là, à ton avis, se soucient-ils vraiment de savoir qui dirige l'Allemagne, tant qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent de l'Allemagne? Parce que regarde cette image, à quel point est-ce incroyable. Tu vois deux types. Personne ne sait qui sera le président autoproclamé de la Syrie, en train de parler avec Zelensky. Le niveau de ce qui se passe est en quelque sorte inimaginable. Vous savez, il y a 2 ou 3 ans, si on avait parlé de ces deux types qui se réunissent, vous auriez dit, c'est qui ce gars? C'est qui Al-Sharif? Aujourd'hui, c'est lui qui dirige la Syrie, vous voyez, et il rencontre Zelensky. Avec le temps, on voit le lien, cette ligne de connexion, comment ils essaient de déstabiliser toute la région. On voit qu'il devient de plus en plus audacieux. Et pensez-vous que d'une certaine manière, ces gens, j'ai mentionné Merz, se soucient vraiment de savoir qui dirige, qui sera le président de la France, qui sera le chef, disons, de l'Allemagne. Tant qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent de ces pays, que ce soit en matière de politique étrangère, de politique intérieure, tout cela. Non, bien sûr qu'ils s'en fichent. Tout ce qui les intéresse, c'est que leur agenda se poursuive sans interruption ni entrave. Ce type qui se fait maintenant appeler Al-Sharif s'appelait auparavant Al-Jolani. Il était le chef du Front al-Nosra. Il s'est filmé en train de décapiter des gens. Et maintenant, il est traité comme un invité d'honneur, serrant la main des dirigeants du monde libre, ainsi que de son complice, Volodymyr Zelensky. C'est incroyable,
Mais je pense que c'est positif dans le sens où ces choses sont révélées. Et vous savez encore une fois, qui a créé Al-Jolani? Ce n'était pas seulement les Turcs, c'était les Britanniques. Comme nous l'a appris notre amie Vanessa Biley, Gaziantep, près d'Idlib, c'est un peu le quartier général du MI6 en Turquie, coordonnant les actions au Moyen-Orient. Nous savons que Tony Blair, vous savez, l'ami de Larry Ellison, le chef de cabinet de Tony Blair, Jonathan Powell, a été chargé de cette transformation, passant de coupeur de tête à homme d'État respectable. Sa société, appelée Intermediate, était chargée du marketing d'Al-Sharif et de son ministre des Affaires étrangères, j'oublie son nom, je crois qu'il est similaire, Al-Assad Al-Shibani. Vous savez, pour les habiller de beaux costumes, leur apprendre à réciter les éléments de langage, à paraître respectables et, vous voyez, à séduire les publics occidentaux, à faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise avec l'idée qu'un terroriste coupeur de tête d'Al-Qaïda prenne désormais la place de Bachar al-Assad à Damas. Mais en prenant conscience de cela, nous réalisons que tout cela n'est que des tentacules du même monstre. Et encore une fois, j'aime la métaphore du tsunami, parce qu'avant qu'un tsunami ne frappe, l'eau se retire d'abord, elle s'éloigne. Et puis, à mesure que le niveau de l'eau baisse, on voit que toutes ces tentacules sont reliées au même monstre. Et je pense que toute leur stratégie, depuis des siècles, a largement reposé sur le fait de dissimuler leur jeu, d'agir dans l'ombre, de s'assurer que le public ne les reconnaisse pas. Et maintenant qu'ils sont exposés au grand jour, visibles de tous, je pense qu'ils sont en danger. Et si cela ne concernait que les peuples, ceux des pays européens, des États-Unis, etc., peut-être pourrait-il encore écraser la rébellion. Mais il ne s'agit plus seulement des peuples, car il existe désormais des puissances rivales extrêmement fortes, comme la Russie, l'Iran et la Chine, qui ne vont pas se soumettre à eux, qui ont compris à quel point ce monstre est faible et fragile. Et je pense que ceux qui ont compris que ce monstre n'abandonnera jamais ce qu'il fait, ce parasite, tant qu'il ne sera pas complètement écrasé et détruit. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience parmi les dirigeants russes, chinois et iraniens, au minimum, qui doivent aller jusqu'au bout. Vous savez, ce ne peut pas être « Oh, on va juste prendre ces quelques oblasts en Ukraine et ensuite on arrête tout ». Je pense qu'ils vont devoir continuer, pas militairement, mais ils vont devoir continuer par des moyens diplomatiques et juridiques à détruire ce monstre. Et je pense que, aujourd'hui même, ces puissances mineures à travers le monde qui sont volontairement soumises parce qu'elles ont reçu quelques miettes, vous savez, des yachts dans le sud de la France, des appartements à Londres, à Genève, en Floride, etc., se rendent compte qu'elles ne sont pas en sécurité. Vous savez, une fois que ce monstre aura détruit son rival immédiat, ce sera leur tour. Donc, ça pourrait être MBS à Riyad ensuite, ou bien le gouvernement qatari, ou encore le gouvernement des Émirats arabes unis. Ces gens-là ne s'arrêteront jamais. Ils ont déjà dit qu'une fois le régime iranien changé, ce serait le tour du Pakistan. Et Benjamin Netanyahou aiguise déjà son épée pour une attaque contre la Chine. Il veut détruire la Chine. Ces gens sont complètement pathologiquement fous et il faut les arrêter. Mais il n'y a pas que Benjamin Netanyahou. Ce ne sont pas seulement les milliardaires qui entourent Trump. C'est tout ce qui relie l'Ukraine, la City de Londres, le démantèlement des démocraties européennes, l'attaque contre le Venezuela, ou du moins l'attaque apparente contre le Venezuela, et ainsi de suite. C'est tout. Ce n'est pas seulement le Venezuela. Il parle de la Bolivie. Il parle du Nicaragua. Et vous savez, cela arrive dans le sud, en Amérique latine.